Un petit coup de froid sur votre porte-monnaie, bien c'est normal parce que nous sommes à l'automne quand même et pas de panique, on est là pour le réchauffer. Toute l'équipe de Plein les Poches vous donne chaque semaine des bons plans pour économiser et moins dépenser d'argent. Autour de la table aujourd'hui avec moi, Romaric et Antoine. Alors je vous ai arrêté dans le sens inverse, Romaric et Antoine, ça va? On échange. Très bien, en forme? Ça va, ouais, un petit peu très froid, bien. un petit peu froid. On aura Quentin qui viendra aussi tout à l'heure, mais alors un petit secret de fabrication, on a déjà enregistré la chronique de Quentin, ouais, je vous dis tout. C'est pour ça qu'il n'est pas là, d'accord. Voilà, j'avoue. Bien. Et puis Jean, évidemment, à la fin de l'émission. J'espère que vous allez tous bien parce qu'on a plein de choses à vous dire aujourd'hui. On va notamment décortiquer le prix des bonbons avec toi, Romaric. Bah ouais, Halloween, bonbons, logique. Il nous en a ramené sur le paquet. Pas sûr qu'à la fin de l'émission, il en reste dans le paquet. Et puis, on parlera d'un match, et pas n'importe lequel, celui entre les dosettes et le vrac. Qui l'emportera? Réponse avec Quentin dans un instant. Et avec toi, Antoine, faut-il investir ou pas dans les montres? Dans les montres. Réponse dans une quinzaine de minutes. Et puis, bien entendu, l'arnaque de la semaine. Thomas s'est attaqué cette semaine à l'arnaque à la doublette. Vous savez ce que c'est? Moi non plus. Je ne l'ai pas là. Eh bien, réponse dans 10 minutes. Et puis, sans oublier, évidemment, un petit clin d'œil à nos milliardaires à la fin de l'émission. Bienvenue dans Plein les Poches. Vous avez déjà sûrement entendu parler de la flat tax, mais c'est peut-être un terme qui reste un peu flou. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour notre portefeuille? Pour y voir plus clair, Jean-Loup Delmas va nous expliquer de quoi il s'agit. Yo les nulos de l'écho, aujourd'hui on s'attache à la flat tax, soit la taxe plate. Oui, plate comme ces chips. Allez, prends une portion, viens avec nous, on va t'expliquer tout ça. Ça, c'est les revenus issus de mes bénéfices. C'est ça que va grignoter la flat tax petit à petit. Il s'agit d'un impôt qui concerne tous les revenus de placement. Intérêt des livrets bancaires, des comptes à terme, des plans épargne logement, des dividendes, etc., etc. En somme, tout ce que je gagne en plus de mon salaire. Quelques exceptions toutefois, la flat tax ne concerne pas ni le livret A, ni les revenus fonciers, ni le LDDS, ni le livret jeune, ni le livret d'épargne populaire, ni le plan Avenir Climat. Mais d'où lui vient son petit nom de flat tax? Eh bien, c'est que historiquement, les impôts en France sont plutôt progressifs. C'est-à-dire que plus j'ai de revenus, plus l'État va me prendre. Ici, j'ai 10 chips, l'État va m'en prendre 3. Ici, j'ai 20 chips, l'État va en prendre 45%, soit 9 au total. 8 et 9. Mais avec la flat tax, rien de tout ça. L'idée, c'est que tout le monde va payer la même portion, à savoir 30%. Donc, ce sera 30% pour les bas revenus, mais aussi 30% pour les hauts revenus. Ici, 20 chips, donc 6 en portion. Ici, 10 chips, 30%, 3 chips. 20 chips, aussi 30%, seulement 6 chips de prise. C'est simple, c'est clair, pas besoin d'une calculette de savant fou pour savoir combien je donne selon combien je reçois. L'idée, c'est donc de rendre l'impôt beaucoup plus digeste, comme des chips sans aucun goût farfelu. Avant, l'impôt sur les bénéfices pouvait monter jusqu'à 45% comme on l'a vu précédemment. Avec la flat tax actuelle, ça fait donc 3 chips d'économiser pour les plus riches. Pourquoi être si gentil avec eux? L'idée de base, c'est que si l'impôt est plus doux, plus prévisible et plus lisible, les gens vont plus investir en France, que ce soit dans les actions, dans les startups, etc., etc. En France, en 2025, la flat tax est toujours là, mais elle fait débat. Pour les pros, flat tax, c'est un impôt génial car il booste l'investissement. Pour les critiques, c'est un impôt injuste car tout le monde paie la même proportion et ils disent que les pauvres n'ont pas de chips capital. En soi, c'est vrai, la flat tax est effectivement un impôt moins redistributif que les impôts progressifs d'avant. Moins de Robin des Bois, plus de self-service fiscal. À vous de voir. Les Français en mangent 6,5 kg par an et avec Halloween, ce produit va connaître l'un de ses pics de l'année. Romaric nous parle aujourd'hui des bonbons. 6,5 kg, Romaric, par an, ça me paraît quand même un peu beaucoup, non? C'est énorme, mais j'imagine que tout le monde n'en mange pas autant. Non, moi, j'en mange pas du tout. Pas du tout, jamais? Alors, pas du tout. Jamais? Jamais. Même pour Halloween, même pour Pâques? Jamais. D'accord. C'est étrange. Ok, je mens. J'ai un paquet ici, on va l'ouvrir tout à l'heure, on verra qui touche. Pour parler des bonbons, on va se mettre devant l'écran parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à montrer. D'abord, je vous montre ce paquet que les annonceurs se rassurent. Je montre un paquet qui est un peu révélateur. On va parler d'autres marques et d'autres types de bonbons.
On va pas se contenter ça de donne celui-là. envie. T'as vu comme je louche sur le paquet? Je vois ça, ouais. Je vais le garder bien de côté. Si certains n'en mangent pas, ça veut dire que tu en manges plus. Ouais. Alors, 6 kilos, c'est beaucoup, mais est-ce que ça coûte cher? Avant de se lancer dans les explications, on est allé demander dans la rue aux personnes à combien ils estimaient, combien ils dépensaient, de manière générale, en bonbons pour Halloween. Ok. Pour moi, ça m'a coûté entre 100 et 50, voilà. Ouais, quand même un peu, ouais. Dans une centaine d'euros, ouais. Par an, je pourrais dire que comme je n'en mange pas beaucoup, moi, un paquet comme ça de temps en temps, mais quand je prends un paquet, je prends un vrai paquet. 100 euros. Franchement, pas du tout. Ouais, plus 100 euros, c'est sûr. Budget annuel, vas-y, ça va être un paquet par semaine. Un paquet, c'est quoi? C'est 5 balles. Annuel, donc ça fait genre 20 par mois. Je dirais 200. 200 par an, 200, 300. Je pense qu'ils ont répondu annuellement et pas juste pour Halloween. Parce que sinon, ça fait quand même beaucoup pour Halloween. Ça fait énorme. Et visiblement, on est tombé sur des gros mangeurs de bonbons parce que c'est nettement supérieur à la moyenne annuelle. Halloween, c'est une période où on mange beaucoup de bonbons. C'est dans les 15 jours qui précèdent la fête d'Halloween, c'est à peu près 10% des ventes annuelles sur ces 2 semaines. Donc c'est vraiment une grosse période. C'est juste derrière Pâques et Noël qui, à L2, ces 2 fêtes représentent 40% des ventes dans l'année. Alors, le prix d'un kilo de bonbons en France, en moyenne, c'est entre 6 et 7 euros. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, les Français dépensent 35 euros à peu près de bonbons par an. Donc, ça veut dire que les gens qu'on a interrogés tout à l'heure sont des gros mangeurs. Des gros mangeurs parce qu'ils sont bien au-dessus quand même. Les 100 euros, ça me paraissait quand même beaucoup. C'est énorme. C'est un gros budget. Je pense que on comprend pourquoi il y a de plus en plus de monde dans les salles de sport. C'est ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique d'ailleurs. Exactement. Alors, les 6 ou 7 euros du kilo, c'est un peu trompeur parce qu'en fait, les bonbons qui se mangent le plus en France, donc je vais les montrer ici, c'est le Dragibus d'Haribo, donc c'est le bonbon qui est le plus vendu en France. Il est suivi des Schtroumpfs. Tout le monde connaît les Schtroumpfs. Oui. Il y a ensuite les Carambars, il y a aussi les fraises Tagada et il y a les bonbons Lutti. Ok. Les Arlequins. Les Arlequins, ouais. Voilà, donc on a cité 4 marques différentes sur les 5. Ouais, on ne sera pas embêté. Et donc, ces bonbons, les plus vendus, ils sont à peu près à 13 euros du kilo en moyenne. Donc, ça veut dire qu'on a une grosse consommation de bonbons qu'on qualifiera discount, souvent des marques distributeurs. D'accord. Dedans, il faut compter le chocolat qui a une part importante, notamment dans les marques distributeurs, plus que le reste des bonbons. Donc, on va regarder un peu ce que comprend ce prix, de manière générale. Pour ça, on a notre magnifique infographie maintenant qu'on maîtrise. Donc, on a 32% du prix, donc presque un tiers du prix du bonbon qui revient aux matières premières. Donc, je coupe un Dragibus en 3 et un tiers, c'est de la matière première. Exactement, c'est ça. Donc, dedans, il y a du sucre, il y a de la gélatine, il y a des émulsiants, il y a énormément de choses différentes. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est très chimique de manière générale. Le deuxième poste qui vient ensuite, c'est la fabrication. Fabrication, c'est l'énergie, ce sont les salaires, les machines qui représentent quand même 22%, donc c'est pas mal, c'est un 5e. Après ça, on a le transport, la logistique, donc ça on a l'habitude, les camions, les avions, les trains et tout ça. On a aussi le marketing, 12%. C'est pas tant que ça finalement, justement parce qu'en fait les grosses périodes de vente de bonbons dans l'année, elles sont concentrées. Elles sont très concentrées, ce qui fait que finalement, il n'y a pas des campagnes sur toute l'année qui se font. Et enfin, on a les marges distributeurs, fabricants, donc c'est 20%, ça on a l'habitude un petit peu. Les prix varient beaucoup de manière générale parce qu'on a différentes composantes, notamment dans les matières premières. Il faut savoir qu'en général, c'est 50% de sucre un bonbon, en moyenne. Quand même. Donc aujourd'hui, on cherche des moyens de changer tout ça, de mettre moins de sucre, de faire des il existe des bonbons choses sans plus sucre d'ailleurs. Il existe des bonbons sans sucre, justement. Et ça, c'est ce qui explique l'augmentation du prix sur les dernières années. Depuis 15 ans, le prix du bonbon a quasiment doublé. D'accord. En fait, parce qu'on cherche des bonbons qui sont un peu plus sains. On toute cette cherche à partie remplacer recherche le sucre. qui coûte cher finalement. Et qui Exactement. Tous ces bonbons, justement, avant étaient gélifiés, c'était souvent de la gélatine de porc. Or, on sait que la gélatine de porc, beaucoup de gens ne veulent pas en manger, beaucoup de gens sont intolérants. Donc, on trouve des alternatives, notamment qui viennent de la sève d'arbre, tout ça. Bref, tout ça, ça coûte. Et donc, ça augmente pas mal le prix. Bon, si c'est meilleur pour la santé. C'est meilleur pour la santé, effectivement. Voilà. Bon. On regarde, je l'ai dit tout à l'heure, les Français dépensent 35 € en moyenne dans les bonbons chaque année. On va voir un peu ce que les gens en pensent dans la rue.
par an, ça va. Pour moi, ça va. Pas vraiment cher. Non, ça va, je trouve, c'est raisonnable. Ouais, par an, ouais, ça dépend. Après, j'ai des gars à moi, c'est 35 € par mois qui dépensent. Hein. Je te mens pas. Non, je trouve ça raisonnable. En vrai, ça va. Je m'attendais à pire, du coup. Ouais, non, c'est cool, en vrai. Un petit peu de douceur. Ça vaut bien 35 € dans l'année. En vrai, je trouve, je sais pas, parce que quand tu sais ce qu'il y a dedans, je me dis c'est cher pour ce que c'est. Mais par rapport à ma consommation, je suis pas en mode c'est un gros budget particulièrement, quoi. Visiblement, pas un gros budget. Ouais, non, c'est pas un gros budget. Ça veut dire que tout le monde sait être raisonnable. C'est pas mal. Les Français sont d'ailleurs de plus en plus raisonnables parce que depuis 10 ans, la consommation a nettement baissé. Il y a 10 ans, on était à 50 € en moyenne de dépenses, alors que les bonbons étaient beaucoup moins chers. Aujourd'hui, on est à 35 € parce qu'il y a une prise de conscience, justement. On a un mouvement vers manger plus sain. Bah oui. Les gens, souvent, par exemple, pour les anniversaires des enfants ou pour Halloween, vont fabriquer eux-mêmes des petits gâteaux, des petites choses comme ça, un peu plus saines. Donc, on est sur une baisse de la tendance de la consommation des bonbons. Et nous, on mange des fruits. Et nous, on mange des fruits, voilà. Il ne faut pas manger cela. Voilà, c'est ça. Et je note, par exemple, qu'on a beaucoup de choses. Les bonbons que je vous montrais à l'instant, je les ai pris en exemple parce que pour Halloween, on a des gammes, par exemple, veggie qui sortent, qui sont spéciales pour inciter les gens, justement, à consommer différemment. Ah oui, celles-là sont veggie. Voilà, exactement, c'est écrit. C'est écrit en gros dessus. Tu as vu la technique pour... et hop, Joli tour on a de récupéré le paquet. Je le suis de l'œil. À la fin de l'émission, je les compterai pour voir s'il y a des Attention. Merci Romaric. Merci à toi. C'est un petit luxe qui coûte gros. Café, lessive ou alimentaire, le prix des dosettes ne fait pas le poids face au vrac. Alors, comment s'y retrouver meilleur prix? Quentin, éclaire-nous. Bah, tout à fait. Je vais te parler, Noam, du cas du café qui est assez emblématique. En plus, si vous êtes un fan absolu de Plein les Poches, vous vous rappelez qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps. Exactement, avec Romaric. Exactement, avec Romaric. Alors, une dosette, ça coûte en général entre 20 et 40 centimes selon la marque, si c'est en aluminium, en papier, voilà. Mais si vous buvez, on va dire, 4 cafés par jour, tu dépenses rapidement plus qu'avec du café moulu ou en grains. Ok, mais les dosettes, il y a quand même un argument, celui du confort. C'est hyper facile. Paf, je mets ma dosette et je mets du café. Oui, voilà, tu as le confort, le format, la facilité, le choix éventuellement dans des goûts un petit peu. Pas besoin de moudre, de doser, de nettoyer, d'acheter ses propres contenants, sa petite théière ou je ne sais quoi. Pour beaucoup, ça vaut le coup rien que pour ce gain de temps-là. Mais à la longue, ça pèse. Et si tu utilises jusqu'à 10 dosettes par jour, ça peut te coûter 500 € par an. Ah ouais, on s'en rend pas compte quand même ça. Mais du coup, est-ce que le vrac, ça vaut vraiment le coup? Ça vaut le coup quand tu utilises beaucoup ce produit-là et quand tu as aussi accès à du vrac en quantité et en qualité raisonnable. Si tu te fais qu'un café par jour, la différence elle est assez faible, mais forcément plus la consommation est élevée, plus le vrac va devenir rentable. Après, tout dépend de vos goûts aussi. Si on prend un autre exemple alimentaire, avec les lentilles, tu vois. Ouais. En vrac, tu vas trouver des légumineuses bio dont le prix au kilo peut monter à plus de 6 €, par exemple. Ouais. Alors qu'un paquet de lentilles vertes, marque distributeur, tu t'en sors autour de 3,50 €. D'accord. Alors, est-ce que tu as des petites astuces pour ceux qui veulent faire le bon choix? Comment on fait? Ouais, alors... Tu peux déjà regarder toujours le prix au kilo ou au litre, pas juste le prix par paquet ou par dosette. Et d'ailleurs, ça marche même hors vrac pour te repérer entre deux marques. Moi, c'est mon conseil. Ouais. Je regarde toujours le prix au kilo pour savoir où est-ce que ça va être le plus rentable. Tu peux comparer aussi, si tu as un peu le goût du calcul, le coût total sur une base d'usage. Tu te dis, bon, voilà, je fais ton petit calcul, je confonds tant de café par jour, etc. Tu vérifies aussi la qualité, les caractéristiques, bio, origine, etc. Parce que le vrac, ça peut coûter plus cher sur ces critères-là. D'accord. Et enfin, argument imparable, sache que le vrac, malgré tout, ça permet aussi quelque chose, c'est d'économiser. Ça te donne une bonne conscience écologique, surtout, et ça n'a pas de prix. Avoir 2 voitures pour le prix d'une, ça peut sembler alléchant, non? Mais derrière cette promesse se cache une escroquerie bien rodée, l'arnaque à la doublette. Une pratique qui consiste à cloner les plaques d'immatriculation d'un véhicule parfaitement en règle pour en habiller un autre. Résultat, des automobilistes honnêtes qui se retrouvent accusés d'infractions qu'ils n'ont jamais commises. Comment éviter de tomber dans le piège? Reportage de Thomas Micho-Bielic.
Imagine, tu ouvres ta boîte aux lettres et tu trouves une amende pour excès de vitesse alors que tu n'as jamais pris cette route. C'est la fameuse arnaque à la doublette et ça explose en France. Le principe est simple, un escroc copie ta plaque d'immatriculation, souvent repérée sur une annonce en ligne ou une photo publiée sur les réseaux et la met sur une voiture identique à la tienne. Résultat, toutes les infractions commises par le véhicule cloné tombent sur toi. Mais alors pourquoi c'est si facile? Eh bien simplement parce qu'il y a une faille béante dans la réglementation. Il est aujourd'hui parfaitement légal de commander des plaques d'immatriculation homologuées sans avoir à présenter ni carte grise ni pièce d'identité. Autrement dit, pour un fraudeur, se procurer un double d'une plaque repérée en ligne est un jeu d'enfant. Alors que faire si tu es victime? D'abord, ne surtout pas payer l'amende, porter plainte rapidement pour usurpation de plaque, contester l'amende auprès de l'entaille et demander un nouveau numéro d'immatriculation. En 2023, plus de 23 000 cas ont été recensés et d'ici 2025, on estime jusqu'à 25 000 victimes par an. La bonne nouvelle, c'est que des députés veulent changer la loi pour obliger la présentation d'une pièce d'identité et d'une carte grise lors de la commande de plaques, mais tant que ce n'est pas voté, la vigilance reste ta meilleure protection. C'est simple, ne publie jamais visiblement ta plaque d'immatriculation sur internet, floute-la systématiquement, que ce soit sur une annonce ou sur une photo de vacances. Il a un objectif, vous faire gagner de l'argent et pour ça, il nous propose chaque semaine des idées d'investissement. Aujourd'hui, il s'est intéressé aux montres, c'est l'investissement chelou avec Antoine. Alors Antoine, c'est quoi cette semaine, cette histoire de montre? J'imagine que tu vas nous dire qu'il ne faut pas acheter de montre. Bah oui, voilà, c'est ça. Je vais y aller. Je sais déjà que tu portes une montre connectée parce que je vois ton bras et puis on en a déjà parlé. Voilà. On ne voit pas la marque. D'ailleurs, on voit quand on la voit pas, c'est quelle marque? Et du coup, on en a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines. Mais Noam, as-tu déjà possédé une montre de luxe? Bah évidemment. Je sais. Je comprends même pas que tu poses la question. Je ne vais pas te demander la marque, mais bon, c'est pas grave. Je ne saurais pas la dire. Sache en tout cas qu'il y a effectivement de l'argent à se faire, encore un petit peu avec les breloques et les toquantes, mais il y a quand même quelques petites règles à suivre pour réaliser la plus-value, le petit billet. Alors récemment, on parlait ici de l'or comme valeur refuge, pas la personne, mais le métal jaune. Et là, avec les montres, ce serait plutôt d'abord un achat plaisir, mais pas que. Alors, je vais te lancer dans un petit retour en arrière, comme on avait l'habitude de se faire sur ce plateau il y a un peu longtemps, mais crains rien, on part juste dans l'histoire récente, peut-être même que tu t'en souviens. Ferme les yeux. Et voilà, tu es en 2020, on applaudit les soignants aux fenêtres à 20h, on fabrique du pain à la maison, il y en a d'autres qui font du savon. Ça me fait penser à quelque chose. Tu faisais quoi, toi? Tu fabriquais des trucs ou... Moi, je travaillais, cher monsieur. Le mec chiant, quoi. Il fallait informer les gens. Bon, bref, tu as compris, 2020, c'est l'effet Covid. Les gens, ils ont voulu, ils sont bien ennuyés pendant le confinement et ensuite, ils ont voulu flamber. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait également des nouveaux riches qui débarquaient grâce à la blockchain, donc les crypto-diggers, etc., qui avaient plein de liquidités en fait, à dépenser. Donc, ils ont acheté des voitures de luxe, ils ont acheté plein de trucs de luxe et ils ont acheté des montres de luxe, bien entendu. Ça a créé un effet un peu artificiel sur les prix des montres. Et je te donne un petit exemple, par exemple, la Rolex Submariner, je citerai d'autres marques. La Rolex Submariner, elle coûte normalement 15 000 €, ce qui est déjà c'est un petit budget. C'est le prix de ma voiture. Pendant le Covid, ou à la sortie des confinements du Covid, elle était à 40 000 € sur les sites de revendeurs en état neuf. Ce qui fait qu'en fait, tu auras compris qu'il y a eu quand même un effet de bulle autour de la montre. Donc, il fallait posséder à ce moment-là des Rolex Submariner. Voilà, donc, c'est quand même un investissement chelou parce que pour faire de la plus-value, en réalité, c'est pour ça que je te parle de Rolex notamment, il faut passer un cap qui est, selon les experts, à peu près autour de 5 000 €. C'est-à-dire que la montre, moi j'ai une montre à moins de 1 000 €, tu vois. Là, on n'est pas dans la plus-value. Il y a des montres à 2 000, 3 000 €. Tu peux commencer avec ces belles montres à faire une petite plus-value à la revente de l'ordre de 1 000 à 2 000 €, vraiment si tu as bien tapé. Mais il faut être connaisseur en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas quand même donné au lambda. Il faut quand même déjà bien aimer la belle horlogerie, etc. Sinon, tu dépasses ce seuil des 5 000 €. Et pour savoir comment s'y prendre, moi j'ai interrogé bien sûr un expert. Il y a des pièges à éviter. On a interrogé l'influenceur Alexandre Lacharme qui tient le compte Tocante au pluriel sur Instagram et qui est également l'auteur de Construis ta rentabilité financière, mais également Investir dans les parkings. C'est Monsieur Parking sur les plateaux télé en général, aux éditions Erol. On l'écoute tout de suite pour voir ce qu'il a à nous dire.
La montre peut être effectivement un bon investissement. Sur certains modèles et certaines marques, attention, toutes les marques ne se valent pas en termes d'investissement. Il y a 3 marques, qui sont plutôt des marques de luxe d'ailleurs, qui sont intéressantes pour investir. On a Audemars Piguet, Patek Philippe et Rolex. Rolex est la marque la plus accessible parmi ces 3 marques, mais c'est quand même le ticket d'entrée sur du neuf va être quand même au-delà des 5-6 000 euros aujourd'hui. Donc, on peut encore effectivement investir dans les montres, mais faites attention sur la marque que vous choisissez et le modèle aussi. Rolex, par exemple, moi, je conseillerais d'aller sur des modèles professionnels. Donc, les modèles professionnels en opposition aux modèles classiques, ça va être la Daytona, par exemple, la Submariner, l'Explorer, la GMT. Mais si on prend par exemple la Rolex Daytona, si on arrive à l'obtenir en boutique, ce qui est quand même un sport, puisqu'il y a tellement de demandes et que l'offre en fait est bien moindre. Mais si on prend une Rolex Daytona actuelle en acier, c'est beaucoup mieux d'acheter en acier parce que ça se revend beaucoup mieux que l'or. L'or est plus difficile à vendre et moins liquide, surtout en Europe. Enfin, en acier, on va acheter la montre à peu près en cette fin d'année 2025, 15 000 euros et on peut espérer la revendre 23 à 25 000 euros. Et je dirais les no-go, si on reste chez Rolex, ça va être les montres en or ou Biton. Ça ne plaît pas du tout en France, par exemple. Biton, ça veut dire quoi? Ça veut dire en acier et en or. Et les modèles classiques, par exemple, un modèle Datejust Biton, ça ne plaît pas beaucoup en France. Faites très attention aux sites de petites annonces. Le Bon Coin, Vinted aussi, on a vu des problèmes. Les groupes, sur Facebook, qui peuvent être pas forcément très fiables. Voilà, tu as tout bien écouté. Je précise au passage qu'il parlait des arnaques parce que lui-même a eu un écueil de ce genre-là. Il s'est retrouvé avec une fausse montre. Quand il a voulu la revendre, on lui a dit que le numéro de série n'existait pas dans la marque. Oh, wow. Et il avait dit c'était pas très drôle à l'époque pour moi, même si je peux en rigoler aujourd'hui. Mais c'est la tuile quand même. Pas trop fan. Donc tu as bien écouté. En fait, la Rolex, c'est considéré comme la marque de luxe la plus accessible. C'est pas magnifique. Ça, c'est quand même dingue. En plus, tu te souviens que selon l'adage, si tu n'as pas ta Rolex à 50 piges, t'as raté ta vie, c'est ça? Voilà. Tristesse. Écoute, moi, j'ai pas encore tout à fait ça, donc ça va. J'ai encore quelques années pour gagner beaucoup d'argent. Si vous nous regardez, merci. Pourquoi la Rolex est-elle plus accessible? On peut juste en parler 2 secondes. C'est parce qu'elle est considérée par les experts comme moins artisanale et plus industrielle, entre guillemets, avec les doigts, par rapport à, par exemple, Audemars Piguet. Mais ça reste quand même, évidemment, de la très belle et de la très grande horlogerie suisse. Par ailleurs, souviens-toi qu'il faut bien choisir le métal. Donc, on a parlé du biton, de l'or, de l'acier, puisque dans certains contextes, comme en France, l'or se revend moins bien que l'acier, parce qu'on aime moins l'or clinquant pour l'instant. C'est peut-être des goûts. Voilà. Enfin bon, je n'ai pas trop abordé cette question, mais il faut aussi penser quand même aux coûts cachés si vous achetez des montres de luxe exorbitantes, comme la maintenance. Ça, c'est un classique, mais quand on va faire la maintenance de la montre, ça coûte entre 300 et 1000 euros à peu près quand même. L'allocation du coffre, si vous choisissez de louer un coffre à la banque pour stocker une montre neuve pour une plus-value, par exemple. Et éventuellement, les assurances, il y a des assurances spécifiques au monde, puisqu'on voit des arrachages dans la rue et qui sont de plus en plus courants. Bref, ça reste quand même un sport de riche, on ne va pas se mentir, tout dépend de ce qu'on appelle un riche, comme dirait un certain Premier ministre qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, il faut penser bien sûr à se faire accompagner sur un investissement chelou de cette haute volée comme celui-ci. Bien, merci beaucoup. Antoine? Avec plaisir. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas pour moi cette montre. Et ben voilà, en parlant d'argent, il est temps de s'intéresser maintenant à nos amis milliardaires, car les ultra-riches ont aussi des choses à nous raconter, c'est tout de suite. Et oh là là, je pense qu'on va fêter un anniversaire aujourd'hui. Chenille qui redémarre. Chenille par pitié. Oui, on va peut-être pas faire de... Bon, d'accord. J'avais un peu envie de lancer une petite chenille sur le plateau, mais non. On a vite fait le tour, hein. Oui, non, ça aurait été rapide. Je suis un petit peu en retard parce que j'étais un anniversaire d'un ami au MEDEF, Jean Edmond. On a rigolé, c'était super. Donc voilà, je viens d'arriver. Ah bah tiens, des petits bonbons. C'est des la durée? Non, c'est pas des la durée. Ah bah non, merci. La technique pour repartir les bonbons. On récupère comme ça, on a discuté. On s'est arrangé avec Romaric tout à l'heure. On va parler anniversaire aujourd'hui. Et je vais vous dire, alors saviez-vous que votre simple date d'anniversaire peut définir si vous allez être très riche ou pas dans votre vie? Incroyable. Alors je ne vous parle pas d'une date précise. Alors, c'est pas le 25 décembre, c'est pas le 1er avril. C'est pas le 11 juin déjà, apparemment. Ce n'est pas le 11 juin, j'en suis désolé, ça n'est pas un vendredi 13 et ça n'est pas le jour
du tirage du méga euro million, sauf s'il le remportait bien sûr. Ouais. Je vous parle de votre signe astrologique, évidemment. Quel est votre signe, messieurs? Gémeaux. Gémeaux. Je suis Taureau. Taureau. Les meilleurs, évidemment, Lion. Les lions, eh ben tout à fait. Alors, donc, c'est-à-dire qu'on va être riche? Alors, pour le savoir, il faut aller voir l'étude de Nebula. Okay, donc, c'est une plateforme de consultation d'astrologie. Vous y croyez pas, ça vous regarde. Et en fait, la plateforme donc, a fait ses petits calculs. Elle a été voir les signes astrologiques de tous mes amis milliardaires. Elle les a comparés, elle les a sous-pesés. Et donc, elle a réussi à définir quel était le signe astrologique qui était le plus à même de devenir ultra riche. Alors, malheureusement, ce n'est pas un de vos signes. C'est pas forcément le plus sexy, ce sont les balances. Mais voilà. Pourquoi eux alors en particulier? Alors les balances, pourquoi? Alors déjà, c'est pas forcément super sexy. Non. En fait, c'est logique. C'est parce que les balances sont considérées, selon les signes astrologiques, comme des personnes. Alors déjà, c'est des personnes qui sont très réfléchies, qui prennent vraiment le temps de peser le pour, le contre, donc qui prennent des décisions extrêmement rationnelles. Et ce sont aussi des personnes qui sont réputées comme très diplomates, qui ont une grande intelligence sociale, qui écoutent. Alors, tout bêtement, ça tombe bien, c'est comme Donald Trump, hein, finalement, c'est pas... Je déconne, c'est un Gémeaux. Évidemment, on a eu quoi? Voilà, non. La surprise. Non, mais je savais pas, je suis vraiment désolé. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un signe maudit pour être milliardaire? Mais c'est là où j'ai un problème avec cette étude, c'est que oui, il y a un signe maudit. Ça va être sûr. Alors ce signe maudit, c'est le Sagittaire. Il se trouve que je suis Sagittaire, mais je suis très riche, ça n'a aucun sens. Voilà. Alors je ne vais pas remettre en cause absolument toute cette étude. Donc si comme moi vous êtes Sagittaire et très riche, a priori c'est que vous êtes une exception de la science, vous êtes peut-être un être supérieur après tout. Voilà. Donc manifestez-vous et puis on pourra créer un groupe de Sagittaires très riches. Voilà. Et on fêtera ça avec un anniversaire. J'allais dire, on va y penser. Mais on va te changer pour la semaine prochaine. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.